Bonjour, on est le 6 août 2019. Bon, la météo est assez fraîche et on n'a plus on n'a plus de canicule comme on avait au mois de juillet. Parce que le mois de juillet était une année, enfin un mois chargé euh, de température, je veux dire, assez chaude. Et on a connu des très hautes températures au mois de juillet, euh, aussi bien en Belgique que dans le monde, hein. Voilà, c'est une année assez chaude au niveau du mois de juillet. Bon, ici, on ne retrouve pas les canicules comme on avait au mois de juillet, mais il fait quand même assez frais. Bon, à propos de météo, je vais expliquer un petit peu l'électrisation qui se passe euh, avec les nuages et le sol, c'est-à-dire les éclairs qui vont naître au travers d'une électrisation. Bon, je rappelle que euh, quand on a une charge, deux charges, bon, je rappelle que les charges peut être soit plus, une charge peut être positive ou une charge peut être négative. Je rappelle par exemple que l'électron est une charge négative, mais que le proton est une charge positive, par exemple. Voilà. Donc, et que l'absence de charge, si on a un potentiel ici, là, et un potentiel là, que signifie ce potentiel-là? Ça veut dire que on a un excès de charge d'un côté par rapport à l'autre. C'est ça que ça veut dire aussi, hein. Quand on a un excès de charge d'un côté par rapport à l'autre, on a ce qu'on appelle une différence de potentiel. Voilà, donc il y en a un qui sera considéré comme plus et l'autre comme moins. Et donc l'excès de charge d'un côté va être rétabli euh, par une circulation de charge, hein, pour rétablir l'équilibre. Voilà, par exemple. Et donc on a une circulation euh, d'un courant si on a un conducteur métallique, hein, ou liquide. Si on a un conducteur métallique ou liquide, le courant va passer pour rétablir l'équilibre. C'est le cas des circuits électriques, hein. Si j'ai un circuit électrique, là j'ai des charges positives, là des charges négatives. Si je mets une résistance, avec bien sûr un interrupteur, si je ferme l'interrupteur, bien vous comprendrez que les charges vont circuler, hein, pour établir un courant, ce qu'on appelle un courant. Alors le courant va du plus vers le moins, mais les charges électriques vont du moins vers le plus, hein. Voilà, c'est le sens contraire du courant conventionnel. Et voilà. Et ça, c'est tout ça pour établir un équilibre entre le potentiel positif et le potentiel négatif. Maintenant, vous savez que dès le moment où il y a deux charges, il y a l'apparition de force. Force. Attention que je rappelle que la notion de charge est une notion scalaire, hein, c'est un nom pur. Scalaire, bon, la charge est un scalaire. Bon, je rappelle qu'on peut avoir deux charges positives. Si on a deux charges positives, ben, on a des forces qui vont s'établir le long de la ligne de force reliant les deux charges. Là, j'aurai une force F1 et une force F2. Voilà. Alors, donc ça veut dire que Q, la charge là, va établir, euh, va avoir une influence sur la charge Q, hein, pour avoir une certaine force F2. Et celle-ci, la force là, va avoir une influence sur la charge ici pour établir une force. Donc en bout de compte, il y a deux forces. Deux forces. Deux forces qui sont égales, l'action égale la réaction. Voilà, c'est un petit peu comme la loi. Tout d'abord ici, je vais expliquer ici qu'on a un vecteur, hein. La force est un vecteur alors que le scalaire c'est un... Enfin, la charge est un scalaire. Alors la loi, c'est un petit peu la loi qu'on a avec la loi de gravitation, la force de gravitation. M1 fois M2 sur la distance qui sépare M1 et M2. Alors qu'ici c'est un peu la même chose, si ce n'est qu'on a des charges Q1 Q2 divisé par la distance qui sépare les charges. Voilà. Alors ici M1 et M2 sont des scalaires alors que la force est un vecteur. Ici j'ai représenté la force sous forme d'intensité parce que une grandeur vectorielle a trois caractéristiques, la direction, le sens et l'intensité. Or ici c'est l'intensité qui est donnée en newton, l'intensité. On la calcule comment? En faisant gamma fois M1 fois M2 sur R carré, ou gamma à la constante de Cavendish. Donc, si vous voulez la forme vectorielle, mais il faut ajouter un vecteur de base U
telle manière à ce que j'ai le vecteur de base. Et ça, c'est la force de gravitation. Je rappelle que la force de gravitation, les corps sont attirés par les astres. Hein, tout corps est attiré par les astres, ou les astres s'attirent entre eux. Si je prends par exemple ici la Terre, mais un petit corps est attiré par la Terre, comme la Terre attire le petit corps, mais comme la Terre est plus massique que le corps, le petit corps, donc c'est le corps qui va tomber, qui va aller vers la Terre. Donc, mais ici, pour les forces électriques, de nature électrique, ici, pour l'avoir au niveau vectoriel, ceci c'est un scalaire, les distances c'est un scalaire, quoique, bon, je peux le rendre vectoriel, hein. R, une distance, je peux le rendre vectoriel, par une certaine manière, bon, que je ne vais pas montrer ici, mais Q1, Q2, ce sont des scalaires, R je le considère comme un scalaire, et pour l'avoir sous forme vectorielle, ici j'ai l'intensité donnée en newton, pour avoir au niveau vectoriel, je fais un peu la même chose, je multiplie par U, mais alors là, la force, elle peut être aussi bien positive que négative. Voilà. Elle peut être aussi bien positive que négative. Alors, si j'ai deux charges positives, il y a répulsion. C'est pas comme le corps est un objet. Le corps est un objet avec la force de gravitation. Mais on va dire que c'est le corps qui est attiré vers la Terre. Et la Terre qui attire le corps, parce que c'est la loi de l'action et de la réaction. Mais c'est le corps qui va tomber parce que, vers la Terre, vers le centre de la Terre, parce que la Terre est plus massique. Voilà. Voilà. Par contre, les forces électriques, de nature électrique, on peut avoir soit des répulsions si on a plus, ou si les deux charges sont négatives. Voilà. Maintenant, on peut avoir une attraction de force, si les charges sont plus, moins, donc de nature contraire, ou moins plus. Parce qu'il existe deux types de charges, soit les charges positives, soit les charges négatives. Voilà. Et elles interagissent, comme vous voyez ici, elles interagissent dans le sens de créer des forces de nature électrique, pas confondre avec forces de nature magnétique. Les forces de nature magnétique, c'est en magnétisme ou en électromagnétisme. Je rappelle que l'électromagnétisme sont des circuits électriques artificiels créés par l'homme pour créer un champ magnétique. Voilà, ça c'est l'électromagnétisme. Et là, deux charges nord-nord se répulsent, on a des forces magnétiques. Deux charges que je vais appeler, je sais pas moi, B1, B2. Voilà. Si on a du nord-nord, ça se répulse. Si on a du sud-sud, ça se répulse. Mais si on a nord-sud ou sud-nord, bien, ça va s'attirer. Donc ça, c'est des forces de nature magnétique. Les forces, il existe tout type de force, beaucoup de types de forces. Hein. Force mécanique, force de frottement mécanique, force centrifuge, force centripète, force musculaire, force de nature électrique comme ici. Hein, ça, c'est des forces de nature électrique. Force de nature électrique ici, qui sont des forces de Coulomb, force de gravitation, force beaucoup. Il existe beaucoup de forces, Voilà. Donc les forces, c'est pas ce qui manque. Dans l'atome, on retrouve différents types de forces. Les forces, voilà, de Kison, de London, les forces de Debye, etc., etc. Bon, il existe beaucoup de types de forces. Voilà. Il y a ce qu'on appelle, comme la Terre a engendré, l'univers a engendré ce qu'on appelle beaucoup de choses, c'est-à-dire la variété. L'univers a créé la variété. La Terre a aussi créé sa propre variété. Et donc, on retrouve dans la variété une multitude de forces. Il y a beaucoup de forces. Il y a la préexistence de beaucoup de forces et l'existence de beaucoup de forces. Voilà. Alors, donc ce qui va m'intéresser, ce sont les forces de nature électrique, comme ceci. Q1 et Q2 étant, je veux dire, les charges. Bon, maintenant, si vous voulez l'intensité, c'est ceci. Voilà. Et si vous vous en foutez si la force va être positive ou négative, vous mettez en valeur absolue comme ceci. Et là, vous n'avez pas besoin, vous omettez le signe de la force. Voilà, donc, quand on a des charges électriques, on a des forces de nature électrique, d'office. Alors, quand on a deux charges, comme ceci, je vais appeler cette fois-ci grand petit q et grand q, je peux étudier l'influence. Donc on sait bien que la force
la force de Newton, la force exprime Newton, hein, la force de Coulomb, donc la force de nature électrique exprimée en Coulomb, F est égal à K fois Q1 fois Q2 de tout sur R carré. Mais voilà, ici, si je l'applique à ceci, ça va être Q et grand Q. Maintenant, si je veux voir l'influence de la charge petit q sur grand Q, ben, je vais diviser par petit q et j'aurai plus que ceci. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle le champ. Le champ électrique qui est exprimé en newton par coulomb. Voilà. Et plus le champ est intense, et plus, je veux dire, plus on a de force par coulomb. Par exemple, si je prends un champ de 5 newtons pour un coulomb, alors on va prendre 10 newtons. Hein, je prends un champ de 10 newtons pour 2 coulombs. Voilà le champ, 10 newtons par coulomb. Et 5 newtons par coulomb. Si je compare par rapport à 20 newtons pour je sais pas moi, 10 coulombs, 20 newtons pour 10 coulombs, ce qui fait 2 newtons par coulomb. Alors, quel est le plus grand champ? Mais c'est celui-ci. Voilà. Le plus grand champ, c'est celui-ci. C'est 5 newtons par coulomb. Voilà. Ici, il y a plus de force que là. Là, on a pris 20 newtons. Là, on a 20. En effet local, on a 20 newtons, alors qu'en effet local, ici, j'ai 10 newtons. Mais ici, c'est 20 newtons pour 10 coulombs. Hein, c'est 20 newtons pour beaucoup de charge. Voilà. Ici, on a 10 newtons pour 2 coulombs. Que pour 2 coulombs. Mais on a beaucoup plus de force pour 2 coulombs que 20 newtons que pour 10 coulombs. Donc ça veut dire que, ici le rapport, on a 5 newtons par coulomb. Tout ramené pour un coulomb. Donc on a 5 newtons pour un coulomb. Ici on a 2 newtons pour un coulomb. Donc si je devais comparer pour un coulomb, ben, on voit bien que le champ là est plus intense que celui-ci. Le champ électrique est plus intense ici que celui-là. Alors, et je vous rappelle que le potentiel électrique voudra Q sur R. Voilà. Là, il dépend du carré de la distance et le potentiel en un point, ce sera tout simplement K fois Q sur R. On dit que le champ dérive d'un potentiel. Hein. Voilà, le champ dérive d'un potentiel. Alors, pour certaines raisons que j'expliquerai quand je verrai les champs coulombiens. Et alors bon, le potentiel est défini en 2 points. Là, quand on a un potentiel U1 et U2, on a ce qu'on appelle une différence de potentiel. Une différence de potentiel qui est bien sûr U1 moins U2. Si celui-ci est plus grand que celui-là. Voilà. Alors, pas confondre une différence de potentiel et une force électromotrice. La force électromotrice, elle est générée par un générateur, soit continu, voilà, E, on l'appelle E, ou soit un générateur alternatif, voilà, que je vais appeler E de T. Voilà. Donc ça, c'est des forces électromotrices. Pas confondre avec une différence de potentiel qu'on a aux bornes d'une résistance. On a U1 et U2. Voilà, là, on a une différence de potentiel. U1, si j'ai le plus ici et le moins, ben, j'aurai U2 moins U1. Voilà. Et le courant va aller du plus vers le moins, au niveau conventionnel. Voilà. Et ça, c'est une différence de potentiel. Sur des éléments passifs, on aura des différences de potentiel, mais si on a un élément qui fournit de la tension, on parlera de générateur, on parlera de force électromotrice et non pas de différence de potentiel. Bon, maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec les nuages. Les nuages. Mais il n'y a pas que l'interaction. C'est en fait, dès qu'il y a des charges, il y a des forces. C'est ça que je veux dire. Dès qu'il y a des charges, il y a des forces. Des forces électrostatiques, bien sûr. Hein. C'est des forces. Bon, généralement, les champs, c'est des petits champs. Hein. Quand on parle de champs, c'est des petits champs. Mais on peut avoir des champs intenses aussi. Mais généralement, c'est des petits champs. Mais quand on parle dans les nuages, là, c'est des champs intenses. Hein. Bon, ici, si je prends un nuage, je prends un nuage et un deuxième nuage. Bon, et là, on a le sol. Ça, c'est le sol. Avec, par exemple, des arbres. Une église.
Voilà. Et ici des habitations. Voilà. Alors, ça c'est un nuage. Un deuxième nuage. Alors, là, il y a des mécanismes de construction qui se font au niveau météorologique, je le dis bien, météorologique, de construction de charge. Par exemple, ici, il va se charger positivement au niveau du haut du nuage et par exemple négativement en dessous en dessous au bas du nuage. Donc on a le haut du nuage, ça c'est le haut, il va avoir des charges positives, et le bas des charges négatives. Alors par exemple ici, il va avoir des charges négatives. Alors maintenant, pour ce qui est des maisons, le sol va être chargé positivement. Donc ça, c'est des phénomènes météorologiques qui vont créer toutes ces charges-là. Alors, tout ce qui est pointu aime bien les charges. Donc, les toits vont se charger en charge positive. Voilà, tout ce qui est pointu. Voilà. Les arbres aussi, c'est une espèce de pointe. Donc, on aura des charges positives. Voilà, des arbres. Voilà. Plus c'est pointu, plus il y a des charges, je veux dire, qui vont, s'accumuler. Parce que les charges positives, les charges aiment bien le pointu. Tout ce qui est bien pointu, voilà, ils aiment bien, les charges aiment bien ces endroits-là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a des charges positives, négatives, positives et négatives. Entre le bas nuage et le sol, va se créer, si vous voulez, ici, une différence de potentiel. DDP, différence de potentiel entre le bas du nuage et le sol. Et toutes ces charges positives. Donc, et cette différence de potentiel va faire en sorte que elle va venir perturber l'air. L'air qui est bien sûr partout ici. On a de l'air partout. Va venir perturber l'air de telle manière. On sait bien que l'air c'est un gaz. Et les gaz ne sont pas conducteurs. Voilà. Alors pour faire conduire un gaz, il faut l'ioniser. Et justement, cette différence de potentiel ici va ioniser l'air. Et donc, va rendre, si vous voulez, l'air conducteur. Là, ça, c'est tout l'air qui est un peu partout. Va rendre l'air conducteur. Et dès le moment où l'air est conducteur, à ce moment-là, on a la circulation, si vous voulez, de charges. Alors, les charges sont attirées du plus vers le moins, on aura les éclairs. Voilà. Donc on a toutes des interactions, plus-moins. Ici, plus-moins, ils vont dans tous les sens en fait. Hein. Plus-moins, 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 voilà, plus-moins, plus-moins, plus-moins. Oui, je veux dire, toutes les possibilités d'attraction des charges plus-moins, plus-moins. Donc on aura les fameux éclairs. Donc ça va un petit peu dans tous les sens. Hein. Je veux dire, voilà. Le nuage là et le nuage là, il peut avoir un éclair entre deux nuages. Il peut avoir un éclair entre ce nuage là et le sol, ce nuage là et le sol. Voilà. Donc c'est toutes les possibilités des nuages qui vont se créer. Alors pourquoi? Donc ici on a comme si vous voulez les décharges. Donc les décharges sont dues à l'air qui est ionisé grâce à la différence de potentiel créée par les charges. C'est ça que ça veut dire, l'accumulation de charges. Alors quand on dit accumulation de charges, ça veut dire que c'est comme si on avait un condensateur. Hein. C'est comme si vous aviez un gros condensateur, comme ceci, avec des charges qui viennent s'accumuler ici, des charges ici. Entre les deux, on a une différence de potentiel. Entre les deux, on a une différence de potentiel. Si ce n'est que le condensateur, ici, c'est un isolant. Ici, c'est un isolant aussi. Mais les charges vont le rendre, la différence de potentiel va ioniser l'air de telle manière à ce qu'il y a une circulation. Donc, à la différence d'un condensateur, le condensateur ici il est toujours isolant. Il est toujours isolant, il n'y a rien qui passe. Hein, parce que si le courant il passe comme ça veut dire qu'il est claqué, il est percé. Ça c'est quand on a dépassé la tension de claquage de
du condensateur, à ce moment on perce l'isolant et il fait plus son effet il ne joue plus son rôle de condensateur. Voilà. Bon, mais ici, c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on a bien des charges plus-moins qui s'accumulent, oui, mais là, on n'a pas un isolant, on a un isolant dans un premier temps, et puis l'isolant, il passe conducteur. Hein. Donc, grâce à le gaz devient conducteur grâce à l'ionisation du gaz par les charges. Voilà. Donc, le gaz ici, il est isolant et il devient conducteur. C'est pas comme un condensateur où là, à la différence d'un condensateur, l'isolant il reste isolant. Sauf si la tension de claquage est supérieure et que l'isolant claque, à ce moment-là, le courant va passer directement. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que le condensateur ne joue plus son effet, son rôle de condensateur. Il a claqué, on va dire. Il a claqué. Et ça, c'est quand on dépasse la tension de claquage pour laquelle il a été construit. S'il a été construit pour 150 volts, enfin, si vous allez à 170, 180, 190 volts, mais que vous le claquez, fatalement, vous allez claquer, percer l'isolant. Parce que les isolants ont une tension de claquage. Hein. Voilà. Les isolants, parce que, en fait, tout matériau est conducteur. Bon, ce qu'on appelle isolant, ça veut dire qu'il conduit un tout petit peu. Il conduit un tout petit peu, mais pas beaucoup. Voilà. Un isolant pur, ça n'existe pas. Il y a toujours une conduction qui se fait au travers d'un matériau, même le plus grand isolant soit-il, il y a quand même des charges qui peuvent circuler. Maintenant, si vous dépassez une tension, je sais pas moi, 10 000 volts au niveau de l'isolant, hein, je veux dire là, d'office ça va conduire, hein, parce que vous avez une tension de claquage que vous avez dépassé, et donc fatalement, l'arc électrique il va passer au travers de l'isolant. Hein. Que ce soit un petit isolant ou un gros isolant, c'est une grosse tension de claquage. Là, le courant il va passer. Hein. Donc voilà, donc ça veut dire que même qu'il est isolant, hein, si vous mettez 10 000 volts dans l'isolant, ben, le courant va passer, il va brûler l'isolant et tout va passer. Voilà, donc tout ça pour vous dire que ça c'est les effets. Comment se passent les effets, je voulais, des charges au niveau des nuages. Des nuages et du sol. Hein, le sol qui est ici. Et donc les éclairs. Le principe des éclairs, c'est un petit peu ça. Bon, je rappelle que tout à l'heure je parlais de force, c'est un vecteur. Le champ électrique, c'est un vecteur. Et la tension électrique, c'est un scalaire. C'est un potentiel. Le potentiel électrique, c'est un scalaire. Bon, je rappelle qu'on peut avoir l'effet de plusieurs charges. Q1, Q2, Q3. Si je vais étudier la force la force due à Q2 sur Q3, enfin Q2 sur Q3 serait celle-là par exemple, de Q1 sur Q3 serait celle-là, et là il faut faire une composition vectorielle pour avoir l'influence des deux charges sur la charge Q3. Donc là on aurait des forces qui se combineraient vectoriellement, ou si j'étudie les champs, ce sont des champs qui vont se combiner vectoriellement. Alors je rappelle que si le champ par rapport à la force c'est quoi, hein, si on a le F, hein, supposons que j'ai F1 et j'étudie la force, ça fait F1, F2, ici c'est la force résultante. Force résultante. Voilà, force résultante, combinaison de F1 F2. L'interaction Q1 Q3 c'est F1, l'interaction des charges Q3 Q2 va donner F2. Bien sûr, il y a une force qui est comme ceci ici, et une force comme ceci aussi. Mais moi j'étudie les systèmes ici de la charge Q3, donc c'est les forces là-bas qui m'intéressent, et pas là-bas. Le système ici j'ai pris Q3. Donc, fatalement, j'étudie Q3, donc le système c'est Q3, donc on a des forces. Alors ça c'est l'étude des forces, mais si j'étudie les champs, c'est un peu la même chose, si ce n'est que le champ c'est la force par... c'est des newtons par coulomb. Voilà, donc en fait on va voir des proportions de ces vecteurs là, hein, des proportions de ces vecteurs là, pour avoir le champ vectoriel. C'est une proportion, on aura une proportion entre le champ, voilà. Le champ c'est pour avoir les zones d'influence des charges en fait. Zone d'influence des charges. Et pour avoir l'expression, si vous voulez, de nombre de newtons par coulomb. Voilà. Exprimé pour un coulomb, combien de newtons qu'on a pour un coulomb, si vous voulez. Voilà, je vous remercie.